manquait son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir. Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique. La communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut national du service public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. SOFIA, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. Un grand merci au réalisateur François Revouy, au technicien de choc Lakhdar Bouzoaïd et au concepteur graphique Emma Donard et notre camarade Thomas Philippe. L'État territorial est principalement connu pour les grandes missions régaliennes qu'il assure, en matière de sécurité ou d'éducation. Mais il a aussi un rôle moins connu du grand public, que je découvre sur le terrain auprès de ma préfète. Un rôle de facilitateur, de soutien des initiatives locales, qu'elles soient portées par des associations, des collectivités ou des particuliers. SOFIA, un podcast proposé et animé par Baptiste Vecchini et Théodore Martin-Labiche. Pour beaucoup, le stage préfecture est le temps fort de la scolarité à l'ENA et désormais à l'INSP. L'élève ressort souvent de cette expérience avec un attachement particulier au territoire sur lequel il a œuvré et aussi avec une forme d'addiction pour l'adrénaline que l'urgence de certaines missions procure. Dans ce temps fort, l'élève est le stagiaire du préfet qui, souvent énarque de formation, a lui-même été stagiaire d'un préfet en son temps. Dans un département, le préfet est le représentant du gouvernement. Il est un véritable généraliste des politiques publiques, il incarne l'État. Il peut porter des projets dans lesquels il croit, à l'instar de celui dans lequel Margot a été impliquée. Aux côtés du préfet, le stagiaire INSP est plongé dans le grand bain. Il a l'occasion de toucher à de nombreux sujets qui peuvent aller de l'organisation des visites officielles à l'intérim de membres du corps préfectoral, en passant par la rédaction de discours, la conduite de réunions de dialogue social ou la participation à maintenir le lien entre l'État et les élus locaux. Quelques-uns d'entre nous, comme Margot, ont eu la chance, au milieu des diverses urgences, de mener des projets au long cours en faveur des citoyens. Au printemps 2022, Margot Schneider a été affectée en Creuse. Elle en est revenue marquée par un projet à bien des égards inédit et surtout peut-être par l'engagement des femmes et des hommes qui participent à sa concrétisation. Nous repartons aujourd'hui avec elle à la découverte des nouveaux centres de santé solidaires creusois. Je m'appelle Margot Schneider, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Grenoble et au cours de l'année 2022, j'ai passé 8 mois en Creuse en tant que stagiaire INSP auprès de la préfète du département. Au départ, c'est avec un peu d'appréhension que je suis arrivée à Guéret, ville-préfecture de 13 500 habitants. Incarnation d'une ruralité parfois mal comprise, la Creuse est un département emblématique des défis auxquels elle fait face. C'est un territoire enclavé, aux marges de la région Nouvelle-Aquitaine, à la démographie globalement vieillissante et marquée par un profond sentiment de déclassement. Pour ne pas laisser s'installer ce sentiment d'abandon, ce qui passe notamment par le maintien de services publics de qualité, l'État en Creuse œuvre sur tous les fronts. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'accès aux soins, un sujet sur lequel j'ai été très vite mobilisée. La préfète de la Creuse m'a en effet chargée d'accompagner 2 associations, Médecins Solidaires et Bouge ton coq, qui portaient un projet innovant pour lutter contre la désertification médicale. L'idée, expérimenter en Creuse un modèle inédit de centre de santé. Un modèle qui repose sur la participation solidaire de médecins généralistes venant de toute la France. Concrètement, chaque médecin volontaire vient 1 semaine par an exercer en Creuse. Il est rémunéré par les associations, logé par elles, et participe à un exercice un peu particulier de la médecine générale, puisqu'il reçoit en consultation des patients qu'il ne connaît pas. Alors que les traditionnels médecins de famille disparaissent progressivement de ces territoires, il faut parfois oser proposer un autre modèle,
Et c'est toute l'ambition de ce projet solidaire. Un projet qui au départ étonne, voire qui inquiète, en tout cas qui sort des cases. Un projet qui a demandé une mobilisation exceptionnelle, à la fois des professionnels de santé, des élus locaux et des services de l'État, avec un objectif clair, recréer une présence médicale là où il n'y en avait plus. Aujourd'hui, 2 centres de santé solidaires sont ouverts en Creuse, l'un à Agen, l'autre à Bellegarde-en-Marche. Pour Sophia, nous y sommes retournés afin de rencontrer le docteur Martial Jardel, fondateur de l'association Médecins Solidaires. Le centre de Bellegarde-en-Marche, c'est le 2e centre qu'on a ouvert, l'association Médecins Solidaires. C'est un projet qui est né en juin 2022 que l'association a été créée. L'idée est née en novembre 2021. L'idée, c'est d'apporter de la présence médicale dans les territoires isolés, en challengeant le système actuel, en se disant le médecin qui vient s'installer pendant 30 ans, ça ne marche pas, parce que c'est trop d'engagement. Il faut donc qu'on diminue le niveau d'engagement, mais qu'on augmente le nombre de médecins. Donc au lieu de demander beaucoup à peu, on peut essayer de demander peu à beaucoup. Et donc c'est des médecins qui viennent dans ces centres médicaux en dédiant 1 semaine de leur agenda médical dans l'année, ou plus, pour participer au fonctionnement du centre. Et pour bien comprendre, on assiste ici un peu à un changement de modèle entre un médecin, j'imagine que le précédent médecin du village était resté des décennies médecin et avait peut-être un engagement presque sacerdotal, et qu'aujourd'hui le modèle selon toi qui fonctionne, c'est plusieurs médecins sur un lieu, et donc c'est ça que tu qualifies de moindre engagement? En tout cas, c'est un nouveau modèle qui n'a pas forcément vocation à remplacer l'ancien. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel moi je suis assez vigilant, parce qu'on a assez vite tendance à nous dire du coup le médecin de famille c'est fini. C'est pas forcément fini, mais en tout cas l'offre elle est insuffisante. Il faut qu'on crée une nouvelle manière d'exercer la médecine qui soit adaptée à la génération actuelle, au mode de fonctionnement actuel, à notre société actuelle. Et moi par exemple je suis médecin de famille puisque je suis médecin généraliste, et j'ai bien l'intention de le rester. Ça me plaît beaucoup, et il y a beaucoup de médecins qui adorent ça, qui s'installent, qui adorent ce métier, mais dans toutes les zones blanches, les zones où il n'y a pas de médecin installé, qu'est-ce qu'on fait? Quelle peut être la réponse? Et nous on dit, en fait, il peut y avoir une réponse collective qui est médecin solidaire. En l'occurrence, nous le moteur c'est la solidarité, mais on peut imaginer d'autres moteurs sur ce fonctionnement de temps partagé, mais c'est vraiment de se dire il faut trouver une solution, challenger le système, parce que sinon on fait rentrer un rond dans un carré, et on a beau taper très fort, ça marche pas. Parce que concrètement, il y avait plus de médecins de famille en réalité ici. Qu'est-ce qui se passait avant le centre? Comment ça se passe? Avant le centre, c'est dans une petite commune rurale qui fait 400 habitants, mais qui est à côté d'une autre commune de 600 habitants, dans un bassin de population de 4000 habitants. Et il y a un médecin qui est resté là pendant 40 ans et qui est parti depuis 2 ans. Mais tu as une communauté de communes qui s'est saisie du dossier, avec toutes les conflits politiques locaux qu'on peut imaginer. La communauté de communes ne veut pas, puis finalement il y en a qui veulent, donc les 2 communes s'associent entre elles mais sans les autres. Enfin bref, cloche-merle habituel, fonctionnement assez classique, qui décide de se saisir du dossier et décide de construire un centre de santé en disant aujourd'hui les jeunes médecins ils veulent être salariés et travailler à plusieurs. Donc puisqu'on peut pas faire la poule, on va faire l'œuf, ou inversement. Donc on construit un bâtiment et on met sur le marché des annonces, des offres d'emploi pour qu'il y ait des médecins qui viennent être ici salariés et à plusieurs, puisque c'est ce qu'ils veulent. Donc ils ont construit un centre de 200 mètres carrés avec 6 box de consultation. Projet qui a coûté 500 000 €, financé à 70% par l'État, je crois. Je sais pas si tu sais ça, mais enfin, je crois que c'est ça. Alors l'ARS, l'État, je sais pas si on met tout ça dans le même panier. Enfin bref, 70% de financement public et le reste porté par la collectivité. Projet très ambitieux, un peu fou, et ils se sont heurtés à la problématique du recrutement. Ils n'ont pas trouvé de médecin. Et donc nous, c'est un peu dans ce moment-là qu'on arrive. Ça fait 1 an qu'ils galèrent à en fait avoir un projet qui est sorti de terre, mais qui est vide. Désespérément vide. Nous, on est en train de monter le centre à Agen, qui fonctionne bien. On connaît tous les acteurs institutionnels du territoire, le conseil de l'ordre, le conseil régional, la préfecture.
Je ne cite pas le conseil départemental de manière volontaire parce que c'est une autre parenthèse, mais le conseil départemental n'a pas participé dans le projet, ni le premier centre, ni le deuxième, ce qui est absolument fou, mais c'est vraiment une autre histoire. Mais en tout cas, on connaît les gens et du coup, on a une capacité opérationnelle rapide, la Caisse d'assurance maladie, pour dire on en ouvre un deuxième et que tout le monde dise OK. Et on a cette opportunité d'espace ici. C'est 200 mètres carrés, vide. Et on se dit, mais ici, on va pouvoir inventer plein de choses. On va pouvoir développer le modèle et se dire, si on a besoin de mettre un spécialiste ou de mettre une infirmière de pratique avancée ou de mettre une assistante médicale ou deux, on aura l'espace pour l'expérimenter. Et puis, il y a un besoin populationnel très fort ici. Il y avait vraiment beaucoup de détresse vis-à-vis de l'accès aux soins. Et donc, c'est comme ça que le projet s'est enclenché ici. En termes de médecins généralistes en activité libérale, il y en a autant aujourd'hui qu'il y a 30 ans, même en ratio populationnel. Même la population a augmenté, mais pour autant, il y a 30 ans, on avait un médecin pour 1200 habitants environ. Aujourd'hui, on a un médecin pour 1150 habitants environ, sur l'échelle nationale. Ouais. Donc tu te dis, ils sont passés où? Ils sont concentrés, c'est ça? Ils travaillent moins? En fait, pour moi, il y a un double effet ciseau, où effectivement, ils travaillent moins d'une certaine manière parce qu'il y a eu un changement qu'on pourrait qualifier presque d'anthropologique de société. La société était centrée sur la valeur du travail. Maintenant, elle est plus sur celle du loisir, du bien-être personnel, du développement harmonieux de l'individu, etc. Et donc, on n'a pas envie de se tuer au travail. Premier élément. Mais deuxième élément, c'est que bien sûr, la population, elle a vieilli. Et donc, elle consomme plus de soins et plus longtemps. Et en plus, la médecine, elle a considérablement évolué. Et ça, je pense que c'est ça qui est pas passé dans le radar des gens qui ont calibré le numerus clausus, qui était pas si mal calibré, honnêtement. On dit toujours dans les discussions un peu de café de comptoir, c'est le numerus clausus, n'importe quoi. Le fait de se dire qu'entre 1980 et aujourd'hui, il y a le même ratio populationnel de médecins par habitant, alors que la population a augmenté, tu te dis, les mecs, dans leur projection, ils n'ont pas été si mauvais par rapport à la commande de départ, qui était de dire, il y a une pléthore de médecins, puisque c'était le cas en 1980, il faut que les médecins puissent continuer à vivre. En plus, les syndicats de médecins appelaient à cette régulation-là. Et donc, le calibrage qu'ils ont fait n'était pas si mauvais. En disant ça, je vais mettre beaucoup de gens à dos, mais n'était pas si absurde. Par contre, ce qui n'a pas été vu et qui était difficile à voir, c'était que la médecine, elle allait évoluer et qu'elle allait se complexifier énormément, puisque les connaissances ne font que s'ajouter les unes aux autres, et que en 1980, si on consommait, disons, 1 de volume médical, aujourd'hui on consomme 10. C'est-à-dire que tu avais un individu, avant il avait mal au dos, on lui donnait du paracétamol et on faisait éventuellement une radio. Aujourd'hui, on va lui faire des infiltrations, des élongations, une IRM, des traitements, une première ligne de traitement, une deuxième ligne de traitement. Il va voir un professionnel, un deuxième, un troisième. On a un panier de soins par habitant qui est beaucoup plus volumineux qu'avant. Et qui du coup consomme une ressource humaine beaucoup plus importante. Et ça, je crois qu'on l'a pas vu venir. Et du coup, cette ressource médicale qui a été complètement diluée, dans une société où les gens ont plutôt envie de moins travailler, on se retrouve avec des trous dans la raquette qui sont gigantesques. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise qui va s'amplifier. Dans 10 ans, on retrouvera le nombre de médecins qu'on a aujourd'hui. Okay. Donc, dans les 5 prochaines années, on va continuer de plonger. Après, on va doucement remonter jusqu'à, dans 10 ans, être au niveau d'aujourd'hui. Et à partir de là, on va commencer à remonter vers peut-être une normalisation des effectifs. Donc, le sujet parce que ta question à la base, c'était est-ce que c'est reproductible, notre projet? Nous, ce que l'on sait, c'est que si 10% des médecins généralistes participent au projet Médecins Solidaires, donc il y a 70 000 médecins généralistes, si 7 000 médecins généralistes participent au projet, on peut ouvrir 150 centres sur ce mode de fonctionnement sur tout le territoire. Ça veut dire 1,5 par département. On réglera pas le problème, mais on y apportera une contribution significative. Et ça ne compte pas
tous les bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'il y a un accès aux soins pratico-pratiques, des consultations qui sont données, mais tout le courant de pensée qu'on véhicule sur l'engagement du médecin généraliste, la philosophie de la médecine générale, l'humanisme dans la médecine générale, le renouveau vocationnel de la médecine générale, parce qu'on arrête d'être dans cette contamination morose de la médecine générale. Tu sais pas ça, ce que ça peut produire comme bénéfice secondaire sur le long terme. Je voulais rebondir justement sur la question sur les médecins. Donc les médecins qui participent au projet Médecins Solidaires viennent exercer une semaine dans un des centres. Ça veut dire qu'il faut trouver 52 médecins pour une année par centre. Ça fait 104 médecins rien que pour la Creuse. Est-ce que vous les trouvez? Est-ce que les gens répondent à cet appel de solidarité? Et si oui, qui? Quels sont les types de médecins qui viennent? Quels sont les profils? Alors, déjà, je te corrige, puisque dans ce centre-là, il y en a 2. Donc, entre Agen et ici, ça fait 3 médecins par semaine en Creuse. Donc, ça fait, du coup, 52 fois 3, 156. Donc, 156 médecins par an. Sachant qu'il y en a qui reviennent. Donc, en vrai, ça fait un peu moins. Tout le pari humain du projet, il est là. Effectivement, est-ce que les médecins répondent à l'appel? Alors, la réponse est oui. Ils répondent à l'appel, en tout cas il y en a certains qui répondent à l'appel, et je crois ne pas me tromper en disant que vraiment tous les médecins qui répondent à l'appel sont des gens extraordinaires. Et ça c'est, moi toutes les visios qu'on peut faire de recrutement avec ces médecins, je suis bluffé par l'humanisme de ces gens-là, l'optimisme. C'est vraiment des gens extraordinaires dans le sens où tu te dis s'il y avait que des gens comme ça sur la Terre, il y aurait pas de conflit dans le monde. Des gens qui ont envie d'aider, qui viennent là, qui viennent pas chercher une valorisation sociale, qui viennent juste parce que c'est le cœur de leur métier. Ils ont choisi d'être médecins généralistes parce qu'ils étaient intéressés par cette chose qu'on appelle l'autre. La souffrance d'autrui leur coûte, la possibilité d'aider leur plaît, et donc ils viennent en acceptant une rémunération moindre. Alors c'est des jeunes remplaçants qui sortent de la fac, qui sont diplômés, qui n'ont pas d'engagement familial ou professionnel et donc sont libres de venir. C'est des médecins installés qui sont dans une possibilité de quitter leur cabinet pendant une semaine, soit parce qu'ils sont dans une région privilégiée, soit parce qu'ils sont dans une structure d'exercice coordonnée où ils sont par exemple 6 médecins dans une maison de santé, donc leur absence ne coûte pas à l'accès aux soins du territoire. Et c'est aussi des médecins récemment retraités. Ah oui. Et ça, c'est une force énorme, les médecins récemment retraités, parce que c'est des médecins qui disent, nous, on a la compétence médicale, on a fait notre temps, on veut plus avoir la charge et la responsabilité d'une patientèle, mais on est OK pour donner une semaine de temps en temps, à condition qu'il n'y ait pas d'obligation de récurrence. Parce que je veux voyager, je veux avoir droit au repos, je veux pouvoir voir mes petits-enfants quand je veux. Mais par contre, une semaine de temps en temps, avec plaisir. Et tous, c'est ça. Nous, on a la conviction que c'est l'absence d'engagement va créer l'engagement. C'est parce qu'on demande aux médecins de ne pas s'engager sur une obligation de récurrence qu'ils vont s'engager. C'est parce qu'on leur donne ici un cadre d'exercice qui va leur plaire qu'ils vont avoir envie de revenir. Et nous, cette récurrence, c'est à nous d'aller la chercher par la qualité de la semaine qu'ils passent ici. Mais si on leur dit, tu viens, c'est une semaine tous les 4 mois, ils viennent plus. Si on oblige la récurrence, si on force l'engagement, on perd justement cet engagement du cœur. Et aujourd'hui, c'est le seul moteur qui les fait venir ici, c'est l'envie et le cœur. Et la qualité de la semaine qu'ils passent ici, elle repose sur quoi? Comment vous avez pensé cette attractivité? La qualité de la semaine qui passe ici, il y a la qualité, je dirais, médicale et puis environnementale. Médicale, c'est que nous, on a construit un cadre d'exercice serein, convaincu que la médecine générale et la médecine en général demandent du temps. Et donc, c'est 3 consultations par heure. C'est 40 minutes pour une première consultation d'ouverture de dossier de patient chronique, parce qu'il faut du temps pour remplir un dossier, pour remplir les antécédents. Quand tu as un patient qui arrive avec un dossier épais comme une ramette de papier, c'est pas en 20 minutes que tu peux remplir le dossier, tout lire et puis répondre à la demande du patient. Et moi, je suis convaincu qu'un dossier bien rempli, c'est un patient bien suivi. Et donc, c'est marrant parce qu'on est un petit peu dans quelque chose de paradoxal. C'est que, en même temps, comme on n'a plus de temps médical disponible, l'assurance maladie nous pousse à
prendre le moins de temps possible avec les patients en développant le concept d'assistante médicale, etc. En disant il faut que vous soyez plus productif. Donc si on vous met des aides, vous pourrez passer moins de temps avec les patients. Donc voir plus de patients. Libérer du temps médical. Libérer du temps médical, exactement. Qui est une équation qui se tient mathématiquement. Hein. C'est pas fondamentalement incohérent. En même temps, on a notre formation d'interne, quand on est interne de médecine générale, on nous pousse à aller très loin dans la consultation de médecine générale, convaincu que la médecine générale, c'est une vision, ce qu'on appelle très holistique de la personne humaine, où il faut vraiment absorber toutes les dimensions, faire ce qu'ils appellent des diagnostics de situation. Ah mais tiens, mais cette personne qui a des symptômes un petit peu récurrents, est-ce qu'il y aurait pas une souffrance psychologique sous-jacente, et donc d'aller creuser, d'aller ouvrir toutes les portes en se disant le médecin généraliste, c'est celui qui s'occupe ni du cœur, ni du poumon, ni du rein, mais quand même un peu de tout. Et donc la personne dans sa dimension psycho-socio-familiale, et donc à prendre vachement de temps. Donc tu sors de l'internat, un temps de consultation, ça doit être 1 heure, si tu écoutes ce qu'on t'apprend. Et tu arrives sur le marché du travail, et on te dit une consultation, ça doit être 8 minutes, si vous voulez qu'on réponde aux problèmes des déserts médicaux. Donc nous, on a trouvé un entre-deux, qui est de se dire une consultation, c'est 20 minutes, et une ouverture de dossier, c'est 40 minutes. Et les médecins, ils adorent ça, parce qu'ils te disent, mais enfin, on a le temps d'écouter les gens, et les gens ils adorent ça parce que ils te disent on m'a jamais autant écouté. Et ce qui est pour moi assez fascinant de découvrir, c'est et qui est totalement non mesurable, totalement non objectivable, qui sort complètement de tous les radars d'indicateurs, etc. qu'on peut aimer mettre en place, c'est la puissance de l'écoute comme vertu de guérison. T'as plein de gens là, si tu passes 5 minutes avec eux, ils ressortent, ils sont plus mal que quand ils sont venus. Tu passes 20 minutes avec eux, ils ressortent soulagés. Parce qu'ils ont pu parler. Parce qu'ils ont pu s'exprimer. Ils ont pu tout dire. On peut tout dire à son médecin. Avec une succession d'un nouveau médecin chaque semaine, comment on fait dans le temps pour garantir la qualité de la prise en charge pour les patients ? La qualité du suivi et la continuité des soins, c'est tout à fait la première chose qui apparaît quand on explique le projet. On se dit mais attends, les gens ils vont être a priori mal suivis parce que et donc ça c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu viabiliser dès le projet expérimental. Alors moi je suis pas objectif évidemment, c'est un projet dans lequel je suis engagé corps et âme, mais je suis quand même absolument surpris et impressionné par la qualité du suivi ici, parce qu'en fait chaque médecin remet de l'énergie dans le dossier. Chaque médecin voit le patient pour la première fois. Donc à aucun moment il est épuisé par le patient, par exemple, qui est un patient avec une dimension peut-être un peu fonctionnelle ou un peu psychosomatique, qu'il connaît depuis 8 ans et c'est bon, les brûlures de Monsieur Michel, ça va. Voilà. Donc remet de l'énergie dans le dossier à chaque fois. Donc les patients sont écoutés et c'est des médecins qui savent aussi que tout ce qu'ils vont écrire va être relu. Donc il y a c'est challenge un peu. Enfin le suivant peut. Il y a une espèce d'évaluation par les pairs qui se met en place de manière un petit peu. Ils sont jamais dans leur zone de confort. Enfin, pas de zone de confort ici. Et tu passes ton temps à te dire, d'abord, faut pas que j'écrive de conneries parce que ça va être lu. Donc faut quand même que je fasse attention à ce que j'écris. Et en plus, faut que je passe quand même pour un bon. Donc j'essaie d'aller chercher le meilleur au fond de moi-même. Et si parfois quand je suis médecin tout seul avec personne qui me regarde derrière mon épaule et quand je dois rendre compte à personne, il peut m'arriver d'avoir des décisions thérapeutiques un peu border ou de tenter des trucs. Bah ici je tente moins, j'explique plus, je vais essayer d'être plus dans le respect des recommandations. Et en fait ça me pousse à rester dans le rail. Donc ici on est à Bellegarde, mais en fait le premier centre, celui qui a servi de modèle à celui de Bellegarde, c'est celui d'Agen. Et ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont est née cette idée, comment toi elle est née en toi, parce que tu as parlé beaucoup des médecins qui venaient ici, de leur sens du service public, de l'engagement, le souci d'aider les autres, mais c'est quand même toi qui as l'initiative de tout ça. Ben moi je suis médecin généraliste, du coup j'ai 32 ans, j'ai fait mon externat à Limoges. Mon père a été médecin généraliste pendant 40 ans en territoire rural. Je pense que ça c'est important dans
compréhension du pourquoi. J'ai fait mon internat à Paris après parce que j'avais envie de bouger, de voir autre chose. J'avais passé beaucoup de temps en Limousin. Il était temps d'aller quand même explorer d'autres contrées. Ça a été formidable. J'ai adoré cette vie-là, j'ai adoré cette ville. J'ai compris ce que c'était vraiment je me mets tous les Limougeaux à dos en disant ça, mais ce que c'était vraiment une ville. Effervescence à Paris en termes de projets, en termes de gens que tu rencontres, ça s'arrête jamais. Donc c'était hyper stimulant. Et cet internat s'est donc très bien passé, c'était très intéressant. J'ai fait des hôpitaux très différents. Je suis allé aux urgences de la Riboisière, qui sont quand même des urgences solides. Je suis allé aux urgences pédiatriques à Robert-Debré. Je suis allé en gynécologie à Aulnay-sous-Bois, à l'hôpital Robert Ballanger. Je suis allé chez des médecins dans Paris. Donc j'ai vu quand même beaucoup de choses. Et de là est née quand même une grosse envie de liberté, d'abord, parce que les études de médecine, c'est des études qui sont très contraignantes. T'es un peu dans un tunnel pendant 9 ans. Et je me suis rendu compte que le moment où j'allais être diplômé, c'est le premier moment de ma vie où j'allais être libre. Puisque jusque-là, j'étais avec des obligations scolaires, universitaires, facultaires. Et là, pour la première fois, j'allais avoir un diplôme. Et si j'avais envie d'aller jouer de la guitare au Portugal, j'avais le droit. Si j'avais envie de monter un potager en Limousin, j'avais le droit. Si j'avais envie d'aller dans une clinique privée et gagner beaucoup d'argent, j'avais le droit. Enfin, j'avais tous les droits. J'avais mon diplôme et j'avais le droit de faire ce que je voulais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette liberté? Est-ce que je vais visser ma plaque pendant 30 ans? C'est un peu tôt, quoi. Peut-être, mais à mon avis, avant, j'ai des choses à explorer. Et la liberté, t'as très envie de mouvement dans la liberté. Et donc, je me suis dit, il faut que je circule, il faut que j'aille découvrir le territoire. Dès qu'on parle de congés, de vacances, tout le monde pense à partir à l'étranger. Mais je me suis dit, on est dans un territoire qui a tellement de départements et de régions dont on se vante à l'étranger, mais qu'on ne connaît pas. De territoires qu'on ignore. Et j'ai très soif de ça, très envie. Moi, je suis un Français très heureux d'être français. J'aime beaucoup ce pays, j'en suis très fier et j'avais envie d'en connaître plus. Et quand tu mixes ça avec le besoin très fort de médecins et de remplaçants, notamment dans les territoires isolés, il y a beaucoup de médecins qui ne partent pas en vacances parce qu'ils ne trouvent pas de remplaçants, je me suis dit, voilà, je vais aller découvrir le pays en camping-car, en allant remplacer des médecins qui peuvent pas être remplacés. Et donc j'ai fait un tour de France des remplacements en camping-car entre mars et septembre 2021, où j'ai fait 10 remplacements de 15 jours pour aller remplacer des médecins vraiment dans tous les territoires. Enfin, j'ai vraiment fait le tour du pays. Hyper intéressant, fatigant, mais passionnant. Je me suis retrouvé vraiment percuté par cette réalité des déserts médicaux. Quand j'ai fini cette expérience-là, avec du coup une vision de plusieurs lieux d'exercice de la médecine générale, où j'ai un peu tout vu, du gros centre à la petite maison, du médecin tout seul au médecin à 8, la maison de santé qui fonctionne, celle qui fonctionne pas, le territoire attractif, le territoire pas attractif. Enfin, j'ai un peu tout mixé comme expérience. Donc je suis ressorti de là avec une connaissance du sujet plus importante que quand j'avais commencé, et en me disant, mais là j'ai l'impression d'avoir défraîchi un terrain sur lequel il y a forcément quelque chose à construire. Je peux pas ranger mon camping-car et installer ma plaque pendant 30 ans. Il y a forcément quelque chose à faire. C'est pas possible. Au moment où je me dis ça, où je me dis il y a quelque chose à faire, c'est sûr, je rencontre l'association Bouge ton coq. L'association Bouge ton coq, qui est une association qui a été fondée par 2 frères, Christophe et Emmanuel Brochot, qui sont des Auvergnats de naissance et qui sont d'anciens entrepreneurs qui ont eu envie de avoir une action philanthropique et surtout impactante pour revitaliser les zones rurales. Ils se sont dit, mais le village français, c'est un élément
indispensable de la cohésion sociale, de notre patrimoine culturel et à tous, il faut absolument qu'on revitalise les villages qui sont dans des courbes démographiques inversées, qui sont en train de perdre tout leur commerce, toutes leurs infrastructures, il n'y a plus de lumière dans les villages, il faut qu'on rallume la lumière. Et leur premier domaine d'exploration, ça a été le commerce, justement, en disant si on recrée du commerce, on recrée du lien social, on recrée de la circulation dans des établissements. Et donc, ils ont monté des épiceries solidaires. Dans les épiceries solidaires, c'est des citoyens qui vont collectivement tenir une épicerie. Avec des produits en circuit court, avec pas de marge, et donc à des prix plus intéressants. Et ils ont monté, pour l'instant, 150 épiceries sur le territoire français. Et ils veulent en monter 2000. Donc, ils sont un petit peu ambitieux, les Brochot. La vraie question qui était obsédante, c'était comment est-ce qu'on fait pour remettre du soin là où il y en a plus? Et là où il y a de plus en plus d'endroits où il y en a plus. Comment on fait pour avoir la possibilité de dire à un village qui n'a plus de médecin, bah, maintenant, vous en avez. Enfin, vous avez un accès aux soins. C'est ça le vrai impact, espèce de totem, espèce de quête absolue, c'est de se dire, il faut qu'on réussisse à casser cette impossibilité auquel se trouvent confrontés tous les acteurs des collectivités, tous les gens qui travaillent sur le sujet, ils peuvent construire tous les projets qu'ils veulent. À chaque fois, c'est la même question, mais on n'arrive pas à recruter des médecins. Et à Agen, il n'y avait pas de médecin. Et à Agen, il n'y avait plus de médecin depuis 2 ans. C'était le docteur Bernard qui travaillait dans sa maison pendant 40 ans. Le cabinet était dans sa maison. Ça, c'était aussi quelque chose un peu particulier d'une certaine époque, où les médecins exerçaient dans leur maison. Vraiment le libéral absolu. Et il est parti à la retraite. Et donc, pendant 2 ans, il n'y a plus eu de médecin. Et c'est une collectivité, une commune qui a vraiment beaucoup bougé pour retrouver un médecin. Ils ont fait une vidéo, ils ont sollicité la presse, ils se sont même retrouvés dans le quotidien. Une commune de 1000 habitants. Ouais, 1000 habitants. À peine plus de 1000 habitants. Ouais, c'est ça. Toute petite commune. Ouais, toute petite commune. En périphérie de Guéret. Sachant que Guéret, qui est la capitale du département, c'est 19 000 habitants et 7 médecins généralistes. Ça veut dire 1 médecin pour 3000 habitants, ce qui est énorme. Donc on s'est installé là aussi parce qu'on était proche de ce bassin de population qui sécurisait, entre guillemets, le projet côté patient. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est pas possible que la limite de notre projet soit qu'on n'ait pas assez de patients. C'est pas possible. Donc on n'est pas prêt à affronter ce problème-là. Donc on se met dans un endroit où on est sûr que ça, au moins, il n'y a pas de sujet, il y aura du monde. Et donc à Agen, on est arrivé dans cette commune-là. On voulait faire le projet en Creuse. Moi, je suis auviennois, donc c'est à côté de la Creuse. On voulait faire ce projet en Creuse parce que la Creuse était à côté de la Haute-Vienne, donc c'était limitrophe, c'était facile pour moi. Et surtout, c'est un département rural emblématique. Tous les Français connaissent la Creuse, ce qui n'est pas le cas des Deux-Sèvres ou de l'Indre-et-Loire, par exemple. Il y a des départements qui sont pas mieux lotis forcément, mais qui sont moins emblématiques. Il y a ce truc-là en Creuse, d'être quand même un peu un symbole de la ruralité, ce qui est plutôt une carte à jouer à mon avis pour eux que un truc à cacher. C'est plutôt chouette d'avoir ça. Et à un moment, faut choisir. Donc on s'est dit, c'est la Creuse. Donc on est allé voir l'ARS de la Creuse. Et ils nous ont donné plusieurs listes de communes, enfin plusieurs noms de communes, et il se trouve que Agen remplissait pas mal de critères. Et après, avec l'équipe municipale, ça s'est très vite enclenché. Faut vraiment avoir une approche pragmatique. C'est quoi le problème? Il y a plus de médecins. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas s'installer. Pourquoi? Parce que c'est trop d'engagement. Donc, il faut diminuer le niveau d'engagement. Donc, il faut augmenter les médecins. Quelle unité de temps est rationnelle? 1 jour, c'est pas assez. Ça sert à rien. 1 mois, c'est trop. 1 semaine, c'est bien. 1 semaine, tout le monde. Si je te propose de dédier 1 semaine de ton année à un projet social que tu trouves impactant et que tu trouves utile, tu vas dire, ouais, je peux le faire. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et je me suis dit, 1 semaine par an. Et je suis sûr que dans les médecins généralistes, on va trouver des médecins qui sont prêts à donner ce temps-là parce qu'ils sont médecins généralistes et c'est pas par hasard. Ils auraient été traders solidaires, je pense que ça marcherait pas par exemple. mais c'est peut-être moins utile.
À mesure que le temps passe et que le projet prend forme, je prends conscience de ce qui lui permet d'avancer. Les personnes qui le portent sont exceptionnelles d'engagement et de volonté. Engagement d'un médecin qui, après son tour de France des déserts médicaux, croise la route d'une association investie au service de la revitalisation des territoires ruraux et d'une équipe municipale particulièrement déterminée à retrouver un médecin pour sa population. De retour à Agen, nous retrouvons les adjoints au maire Thomas Marty, Alain Tessier et Jean-Pierre Godefroy. Bonjour. Bonjour. Oui, donc vous disiez qu'ici il n'y avait rien en termes d'offres médicales. Tout à fait, puisqu'on n'avait plus de médecin et le médecin qui est parti, enfin qui a pris sa retraite, avait son propre cabinet médical chez lui. Et du coup, on a perdu le médecin et le cabinet médical. Et alors nous, on a réfléchi à toutes les options. On a visité toutes les maisons au fur et à mesure qu'elles se vendaient dans le bourg. On a été voir, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait acheter, est-ce que c'est possible d'aménager un cabinet médical, et combien ça coûte. Puis on a fait une préétude pour construire un bâtiment qui pourrait être évolutif, parce qu'on a toujours plein d'espoir. On se disait il faut qu'on trouve un médecin, mais pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. Donc il faut construire quelque chose qui pourra évoluer dans le temps. Enfin. Et voilà, et je crois que c'est le fait d'avoir plein d'espoir qui fait peut-être aussi qu'on a contacté beaucoup de monde, on a fait une vidéo, on a évidemment contacté aussi l'ARS, et on a fait venir beaucoup de monde ici, l'ARS, la CPAM, enfin. Et du coup, le fait de taper un peu du pied, ça a peut-être amené à rencontrer Dr Jardel. Ouais, on a bien communiqué, on a rencontré beaucoup de monde, on a discuté avec beaucoup de partenaires, mais c'est vrai qu'au final, dans la période qui précède Médecins Solidaires, on a vu peu de médecins. Et les médecins qu'on a vus, c'est plutôt par des contacts locaux, enfin des médecins qui tournaient un peu dans la région, qui voulaient s'installer ici ou là, et on n'a jamais eu de pistes concrètes pour offrir quelque chose à un médecin, enfin lui offrir soit, comme le disait Alain, soit lui offrir un cabinet médical flambant neuf, ou lui offrir un peu plus avec une maison, enfin un projet de vie. Et finalement, on n'a jamais eu ça, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'à côté, on avait bien sensibilisé, bien communiqué, même auprès des citoyens. Enfin, les citoyens avaient bien compris. Parce que pour en parler avec d'autres élus, on a été critiqués pendant 2-3 ans pour dire pourquoi vous faites pas un cabinet médical, parce que en fait, on se rend compte que les gens veulent, ils veulent un médecin, c'est sûr, mais ils veulent surtout qu'on puisse proposer quelque chose qui fasse pas passer la commune pour la commune n'a pas réussi à recruter un médecin. Ouais. Mais bon, si on leur explique parce que c'est pas naturel, par exemple, nous on est une relativement petite commune, on n'est pas un ancien chef-lieu de canton. Je crois que dans l'après-guerre, il y a eu qu'un médecin, certes qui est resté une bonne trentaine d'années, mais il n'y a pas d'offre médicale traditionnellement sur la commune. On n'est pas un ancien chef-lieu de canton, et autour de nous, il y a plein de médecins, il y a quelques médecins et quelques centres médicaux qui existent, donc c'était pas naturel. Et je pense qu'on a réussi à convaincre aussi sur ça, donc sur le fait que va falloir trouver quelque chose d'un peu nouveau pour avoir une offre médicale sur la commune. Alors pour le coup, on a quelque chose de radicalement nouveau. Bon, enfin moi je pensais pas que c'était possible, mais bon, au moins on a réussi à convaincre les habitants de ça. Et c'était, à mon avis, c'était pas gagné au départ. Hein. Parce qu'il y avait des réticences, c'était difficile à expliquer. Ouais. Alors ça, c'est pas vraiment nous qui l'avons expliqué. Ce qui est bien, nous, on a eu à le réexpliquer, mais c'est vraiment Martial Jardel et Médecins Solidaires qui sont venus dans des réunions publiques, et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est ce qui a fait basculer vraiment les habitants. Alors on parle de communication, de vidéos, d'articles dans les journaux, mais là, on parle de communication vraiment locale. Vous dites aux habitants, venez. Donc on a fait en tout 2 réunions publiques, donc une vraiment préparatoire et l'autre avec entre 120 et 150 personnes quand même. Ouais. Et 120 ou 150 personnes différentes sur les 2 réunions, donc ça a peut-être touché 200 personnes, ce qui est énorme sur 1000 habitants, avec la personne qui va répéter en arrivant chez elle, etc. Donc quasiment tout le monde avait 2 visus, puis avoir l'argumentaire. Et il se trouve en plus que Martial Jardel, l'initiateur de Médecins Solidaires, c'est un orateur, il explique bien le projet. Pour les partenaires, il arrive à nous convaincre, mais pour les patients, enfin les futurs patients, effectivement, on croit qu'ils ont été convaincus du principe de la médecine rotative. Et ça, oui, alors au début, c'était pas évident, mais après, je sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais dans les contacts qu'on a nous avec les habitants, il y a très peu de, il n'y a pas à convaincre à nouveau de la pertinence. Finalement, c'est presque une nouvelle compétence.
j'imagine qu'il y a peut-être une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, les communes n'avaient pas à s'occuper de ce genre complètement. de thématique. J'ai été étonné quand je me suis inscrit pour faire partie de la liste municipale. Le maire m'avait dit notre principal travail va être le problème du médecin. Il va falloir qu'on travaille là-dessus et tout. Et je me suis dit, ouais, mais je vois pas pourquoi la mairie va se mêler de ça. Au début, j'étais un peu. C'est pas notre boulot de faire venir un médecin à la commune, c'est aux médecins de venir par eux-mêmes. Et j'avais du mal à comprendre ça. Et puis, finalement, je me rends compte que si on ne fait pas quelque chose, eh ben, non, ça ne marche pas, quoi. Il ne se passera rien. Et voilà, il a fallu vraiment travailler pour attirer un peu la lumière sur nous, quoi. Est-ce que vous avez... Enfin, la vidéo, elle a beaucoup fait parler, quand même. Ah oui. Ça a beaucoup contribué au fait Énormément. que la jonction avec Médecins Solidaires se fasse. C'est aussi beaucoup grâce aux efforts de la commune qui s'est vraiment saisie à bras-le-corps. C'est ça. On a fait une belle vidéo. On a eu de la chance d'avoir un producteur. Et l'idée de la vidéo, c'est Guy qui avait eu l'idée de la vidéo. Oui, la proposition. Voilà. C'est l'idée du maire, ça. Ouais, c'est une idée du maire. Ouais, on fait des réunions, on dit qu'est-ce qu'on fait. Là, on dit on met un panneau. Je crois, on fait un article, on fait une réunion. Beaucoup etc. de communes ont mis des panneaux d'ailleurs. Voilà, souvent en Creuse, oui. sur les ronds-points, il y a cherche On en médecin. voit un coup de plus en plus. Alors nous, notre panneau avait l'avantage d'être beaucoup moins beau que ceux des autres communes et d'être très artisanal. Et Marcel Jardin, il avait dit c'était une palette avec des lettres agrafées. Et c'est Marcel Jardin qui dit, voilà. Il a dit quand j'ai vu ça, je me suis dit là cette commune, elle a vraiment besoin d'un médecin. Moi, pour avoir travaillé dans une collectivité, j'ai travaillé au département pendant 20 ans. Et donc, du coup, j'avais appris à gérer un petit peu les problèmes dans les collèges, quand on a un gros pépin dans un collège, etc., comment on peut faire venir des bâtiments provisoires, etc. Du coup, je me dit, peut-être la solution, c'est ça, c'est un bâtiment modulaire, on a un terrain qui nous appartient, peut-être ça la solution, on peut rapidement faire un truc, quoi. Du coup, j'ai pris contact, j'ai fait des plans de ce qui serait l'idéal pour nous, pas trop grand, pas trop petit, pas trop cher. Et puis on avait ce terrain orphelin là, dont on a hérité 2 ans avant. Voilà, c'est ça. Qui est à 80 mètres du carrefour. C'était bien placé, enfin, c'était l'idéal pour ça. Et, Sinon, nous, on n'avait pas de terrain. Enfin, hors ce terrain, Or ça, on était... Enfin, on avait d'autres, mais trop loin. Alors que là, c'est dans le bourg, c'est inespéré. Je veux dire que l'idée, quand même, c'est un peu comme l'idée de la médecine rotative qui change toutes les semaines, où au début, vous dites, bon, est-ce que c'est bien pour nous, est-ce que ça va passer? Moi, je dis d'autant plus que l'idée du cabinet modulaire, au début, quand vous avez un collègue élu qui vous dit ça, ouais. Finalement, aujourd'hui, on est victime de notre succès, puisque c'est plus assez grand, il faut avoir un deuxième médecin, enfin, il faut qu'on trouve une autre solution, on va vous en parler. Allez trouver. Allez trouver, mais voilà, et ça, y compris dans le temps, là, on avait pris un contrat sur 2 ans pour le cabinet, ben, on va réussir à boucler la boucle, et on s'en sort pas trop mal, quand même. Oui. L'État territorial est principalement connu pour les grandes missions régaliennes qu'il assure, en matière de sécurité ou d'éducation. Mais il a aussi un rôle moins connu du grand public, que je découvre sur le terrain auprès de ma préfète. Un rôle de facilitateur, de soutien des initiatives locales, qu'elles soient portées par des associations, des collectivités ou des particuliers. Dans un territoire à taille humaine comme la Creuse, c'est avant tout cette capacité à mettre tous les acteurs autour de la table, à initier une dynamique, à porter une vision collective pour le territoire, dans le respect des compétences de chacun, qui a permis à l'initiative de Médecins Solidaires de se concrétiser. Même si parfois, le langage bureaucratique et nos réflexes très administratifs ont pu laisser songeur. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'accompagnement ou la participation des autres acteurs institutionnels Heureusement qu'il y avait et la préfecture, qui est quand même la préfète qui était tout de suite a mis les 2 pieds dedans, quoi. On fait des reins, là, c'était incroyable. Et puis oui, non, on a eu beaucoup de... C'était enthousiasmant, quoi. Bon, je pense que Jardel a su convaincre tout le monde aussi, hein, il s'est expliqué les choses. Mais franchement, enfin moi j'ai été étonné de voir, quand on a fait les premiers copies, de voir le monde qui est autour de la table, qui était prêt, qui disait on y va, quoi, faut y aller et tout. J'ai trouvé ça formidable. Enfin, personnellement. Tout le monde a été au rendez-vous, finalement. Ah oui. L'ARS, oui. la CEPAD, oui, tout à fait. la région. Voilà, la région, prenante, etc.
Le département dira peut-être un petit peu moins pour le coup, parce que c'était plus compliqué, mais on va les faire participer maintenant sur de nouveaux projets. Mais, alors le caractère original du projet médical et aussi du portage par la commune fait que, à mon avis, les acteurs ont suivi, mais en fait, comme on n'est pas dans les clous de ce qui aurait dû se faire, puisque nous, on est dans une intercommunalité qui a la compétence bâtimentaire en matière de maison de santé. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, puisque ce que commence à suggérer là, c'est que le médecin solidaire va passer à 2 médecins. Aujourd'hui, c'est un médecin, mais on va passer à 2 médecins. 2 médecins, normalement, c'est la commune d'agglo, enfin, une communauté de communes qui devrait prendre et gérer le projet. Et bon, là, on voit bien que c'est pas ce qui va se faire. Donc, on voit bien que cette politique publique menée par l'intercommunalité, en fait, les principes sont pas respectés. Alors, effectivement, nous, ça va nous coûter, mais pourtant, Agen n'est pas une commune très riche, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas ça plutôt que de faire autre chose? Alors, même si l'argent qu'on met là-dedans, c'est sûr qu'on ne le met pas ailleurs. Hein. Par exemple, dans l'ensemble mairie-école, je pense que si on n'avait pas ce projet qui nous coûte quand même un petit peu d'argent au fil des ans, peut-être qu'on rénoverait notre école qui en a besoin. Voilà, donc ça va peut-être monter. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est la commune qui porte un projet qui n'est pas simplement l'implantation d'un médecin, c'est quand même bien autre chose. Puis là, en plus, là, on va rejoindre les pas d'Agen. Donc on est dans déjà un projet médical qui est un peu autre que l'implantation d'un seul médecin. Enfin, on n'est pas en train non plus de monter une polyclinique, quoi, mais on monte quelque chose qui est un peu plus important. Et finalement, à chaque fois, c'est du cousu humain, quoi. C'est du cousu humain parce que on doit faire l'investissement de départ. Alors là maintenant, on va travailler un peu avec le département, mais il a fallu cette expérimentation, la communication de Martial Jardel, enfin tout ça. Il a fallu tout ça pour que le département soit vraiment maintenant partie prenante du projet, au niveau bâtimentaire, parce que c'est eux qui gèrent les PAD, et puis ils vont nous aider de façon sonnante et trébuchante financièrement. Mais sinon, c'est un problème quand même, quoi. De se dire qu'une petite commune qui a une offre médicale, il y a des gens de Guéret qui viennent. Dans les premières semaines, je crois que la première semaine, il y a quelqu'un qui est venu de Montluçon. Parce que c'était phénomène Doctolib, elle s'est connectée sur Doctolib, elle a trouvé, tu peux imaginer, Montluçon, quoi. Alors c'est pas parce que c'est pas le même département, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Mais c'est vrai que nous on est accessible par une route nationale, mais ça pose question quand même. Ouais. Ça a combien de temps de voiture? Une demi-heure. Une bonne demi-heure. Une demi-heure, ça dépend de quel côté de Montluçon, mais bon, c'est Et c'est vrai qu'il y a peut-être pas. Et c'est vrai qu'entre Montluçon et Guéret, il n'y a pas une offre médicale pléthorique, quoi. Okay. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui. Donc je me dis ça de bien prendre en compte les attentes des habitants. Et c'est vrai que si je parle de commune rurale, chaque petite commune est dans un environnement géographique un peu particulier, d'éloignement, d'héritage de son offre médicale. Et du coup, il n'y a pas de règle, quoi. Mais il y a peut-être des personnes qui sont prêtes à faire énormément de kilomètres dans certains d'autres, puis d'autres, non. Je pense qu'ici, les gens avaient fait un peu le sacrifice de la médecine, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus voir le médecin. Moi, c'est mon cas, moi, par exemple. Certains avaient vraiment renoncé. Ouais, avaient renoncé, quoi. Et vous avez eu des retours un peu des médecins vous avez bon espoir qu'il y en a un qui, un jour, un des médecins de passage décide de s'installer à Agen? Je sais pas. Il y en a que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent pour travailler là, sur une semaine. Je sais pas, ça leur plaît, le système leur plaît, mais je sais pas. Après, venir s'installer en Creuse, il y a plusieurs types de médecins qui viennent ici. Il y a des jeunes médecins qui sont fraîchement nommés médecins, qui ont eu leur concours, et il y a aussi des retraités. Et il y a des médecins en activité, mais peut-être un peu moins quand même, mais il y en a quand même. Alors évidemment, les retraités, ils vont peut-être pas venir s'installer en Creuse. Nous, on mise un peu sur un jeune médecin qui ne s'est pas encore installé et qui cherche un endroit pour s'installer. Pourquoi ça ne marcherait pas comme ça? Mais je ne sais pas. Il faut qu'on croise les doigts. On va avoir tellement un brassage de personnes qu'un jour ou l'autre, ça arrivera bien, quoi. Il y avait quelqu'un qui me dit, mais c'est sympa, quoi. Le maire est là toutes les semaines. Il passe en général le lundi, je crois. Il va les voir. Il y a un petit panier d'accueil pour aller au cinéma, pour des activités locales, etc. Et puis le maire vient les voir et tout, discute un peu avec eux, d'où vous venez. Il fait son petit travail de conviction. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, ça fonctionnera, on ne sait pas. Là, on va développer l'outil, du coup, on va s'installer, vous comprendre, à l'EHPAD d'Agen, dans un énorme EHPAD, là.
le plus gros des départements, et le directeur nous met à disposition des locaux. Ils sont en pleine rénovation, ils rénovent tout le site, là, et, ils ont même agrandi, et il y avait un accueil de jour qui va être 3 fois plus grand que notre cabinet, et ils nous mettent à disposition, et du coup, là, à la rentrée, on va lancer une opération de travaux pour aménager ça en cabinet médical, quoi. Donc on va faire trois cabinets de consultation pour 2 médecins et une infirmière azalée qui peut se faire des suivis médicaux, etc. Au mois de juin, disons, on aura un beau site médical avec 3 cabinets de consultation, une grande salle d'attente, enfin, un secrétariat, etc. Et ça va être bien. Je pense que ça ne se serait pas fait hors médecins solidaires. Je ne pense pas que l'EHPAD nous aurait... et nous-mêmes, on ne serait peut-être même pas allés à l'EHPAD pour dire on vous prend 150 mètres carrés de bâtiment et on fait un cabinet médical. Parce que si demain, on n'a pas de médecin, on a investi, on a reformaté des locaux, et puis derrière, on ne les utilise pas, et puis ils sont plus vraiment utilisables pour eux, même si ça reste toujours des bâtiments médicaux. Mais... Alors que là, on sait concrètement, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est bien, quoi. On sait quoi. Le 23 décembre 2022, j'ai quitté la Creuse, convaincue que c'est sur le terrain, auprès de gens comme Martial Jardel, comme Alain Texier, que je serai la plus utile. C'est la raison pour laquelle, 1 an plus tard, à ma sortie de l'INSP, j'ai décidé de rejoindre le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Un ministère au cœur de la territorialisation de l'action publique.